Le banquet de Platon, discours d'Agathon, suite, numéro 197c. C'est mon sentiment, Phèdre, qu'Éros, étant d'abord lui-même le plus beau et le meilleur de tous, ne peut dès lors manquer de procurer aux autres les mêmes avantages. Disons, en pliant à la mesure la pensée qui me vient, que c'est lui qui donne, citation, la paix aux hommes, le calme à la mer, le silence au vent, la couche et le sommeil aux soucis. C'est lui qui nous délivre de la sauvagerie et nous inspire la sociabilité, qui forme toutes ces réunions comme la nôtre et nous guide dans les fêtes, dans les chœurs, dans les sacrifices. Il nous enseigne la douceur, il bannit la rudesse, il nous donne la bienveillance, il nous ôte la malveillance. Il est propice aux bons, approuvé des sages, admiré des dieux, envié de ceux qui ne le possèdent pas, précieux à ceux qui le possèdent, père du luxe, de la délicatesse, des délices, des grâces, de la passion, du désir. Il s'intéresse aux bons, néglige les méchants. Dans la peine, dans la crainte, dans le désir, dans la conversation, il est notre pilote, notre champion, notre soutien, notre sauveur par excellence. Il est la gloire des dieux et des hommes, le guide le plus beau et le meilleur que tout homme doit suivre en chantant de beaux hymnes et en répétant le chant magnifique qu'il chante lui-même pour charmer l'esprit des dieux et des hommes. Voilà, Phèdre, le discours que je consacre aux dieux, discours que j'ai mêlé de jeu et de sérieux, aussi bien que j'ai pu le faire. Quand Agathon eut fini de parler, tous les assistants au rapport d'Aristodème applaudirent bruyamment, déclarant que le jeune homme avait parlé d'une manière digne de lui et du Dieu tout ensemble. Alors Socrate, se tournant vers Éryximaque, lui dit « Trouves-tu, fils d'Acoumen, que ma crainte de tout à l'heure était vaine, et n'ai-je pas été bon prophète quand j'ai dit il y a un instant qu'Agathon parlerait merveilleusement et me jetterait dans l'embarras ?» Éryximaque répondit « Pour le premier point, qu'Agathon parlerait bien, je reconnais que tu as été bon prophète. Mais pour l'autre, que tu serais embarrassé, ce n'est pas là mon avis. » « Et comment, bienheureux homme, reprit Socrate, ne serais-je pas embarrassé, et tout autre à ma place, ayant à parler après un discours si beau et si riche ? Sans doute, tout n'y mérite pas une égale admiration. Mais à la fin, qui n'aurait pas été émerveillé de la beauté des mots et des tournures ? Pour moi, reconnaissant que je ne saurais rien dire qui approchât de cette beauté, je me serais presque caché de honte si j'avais su où fuir. Le discours, en effet, m'a rappelé Gorgias, à tel point que j'ai absolument éprouvé ce que dit Homère. J'ai craint qu'Agathon, en finissant son discours, ne lançât sur le mien la tête de ce monstre d'éloquence qu'était Gorgias, et ne m'ôtât la voix en me pétrifiant. Et puis, je me suis rendu compte aussi que j'étais ridicule en vous promettant de faire ma partie avec vous dans l'éloge d'Éros et en me vantant d'être expert en amour, alors que je n'entendais rien à la manière de louer quoi que ce soit. Je pensais en effet dans ma simplicité qu'il fallait dire la vérité sur l'objet quel qu'il soit, que l'on loue, que la vérité devait être le fondement, et qu'il fallait choisir dans la vérité même ce qu'il y avait de plus beau et le disposer dans l'ordre le plus convenable, et j'étais très fier à la pensée que j'allais bien parler, parce que je savais le vrai procédé qu'il faut appliquer à toute louange. Mais il paraît que ce n'était pas la bonne méthode, que c'était au contraire d'attribuer au sujet les qualités les plus grandes et les plus belles possibles, vraies ou non, la fausseté n'ayant aucune importance. Car on est convenu, paraît-il, que chacun aurait l'air de louer Éros et non qu'il le louerait réellement. C'est pour cela, je pense, que vous remuez ciel et terre pour charger d'éloges Éros, et que vous affirmez qu'il est si grand et si bienfaisant. Vous voulez qu'il paraisse le plus beau et le meilleur possible, aux ignorants, s'entend,
mais non certes aux gens éclairés. Et c'est quelque chose de beau et d'imposant qu'un tel éloge. Mais moi, je ne connaissais pas cette manière de louer, et c'est parce que je ne la connaissais pas que j'ai promis de tenir ma partie dans l'éloge. Citation. C'est donc ma langue qui a pris l'engagement, non mon esprit. Au diable l'engagement, je ne loue pas de cette façon-là, je ne pourrais pas. Cependant, je consens, si vous voulez, à parler suivant la vérité, à ma manière, sans m'exposer au ridicule de lutter d'éloquence avec vous. Vois donc, Phèdre, si tu veux, d'un tel discours, c'est-à-dire entendre la vérité sur Eros avec des mots et des tours tels qu'ils se présenteront. Phèdre et les autres le prièrent de parler à la manière qui lui conviendrait. Permets-moi encore, Phèdre, dit Socrate, de poser quelques petites questions à Agathon, afin que, m'étant mis d'accord avec lui, je parte de là pour faire mon discours. Je te le permets, dit Phèdre, questionne-le. Après cela, mon ami me dit que Socrate avait commencé à peu près ainsi. C'est mon avis, cher Agathon, que tu as bien débuté en disant qu'il fallait montrer d'abord ce qu'est Eros, puis ce qu'il est capable de faire. J'aime fort ce début. Voyons donc, après tout ce que tu as dit de beau et de magnifique sur la nature d'Eros, que je te pose une question sur ce point. Est-il dans la nature de l'amour qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien ? Je ne demande pas s'il est l'amour d'une mère ou d'un père, il serait ridicule de demander si l'amour est l'amour qu'on a pour une mère ou un père. Mais si, par exemple, je demandais si un père en tant que père est le père de quelqu'un ou non, tu me dirais sans doute, si tu voulais répondre comme il faut, qu'un père est père d'un fils ou d'une fille, n'est-ce pas ? Oui, répondit Agathon. Ne dirais-tu pas la même chose d'une mère ? Agathon en convint aussi. Laisse-moi donc, ajouta Socrate, te poser encore quelques questions afin de te rendre ma pensée plus sensible. Si je demandais, voyons, un frère en tant que frère, est-il ou n'est-il pas frère de quelqu'un ? Il est frère de quelqu'un. D'un frère ou d'une sœur ? Sans doute, avoua-t-il. Essaie donc aussi, reprit Socrate à propos de l'amour, de nous dire s'il est l'amour de quelque chose ou de rien. Il est certainement l'amour de quelque chose. Garde donc dans ta mémoire, dit Socrate, de quoi il est amour, et réponds seulement à ceci. L'amour désire-t-il ou non l'objet dont il est amour ? Il le désire, répondit-il. Mais, reprit Socrate, quand il désire et aime, a-t-il ce qu'il désire et aime ou ne l'a-t-il pas ? Vraisemblablement, il ne l'a pas, dit Agathon. Vois, continua Socrate, si au lieu de vraisemblablement, il ne faut pas dire nécessairement que celui qui désire une chose qui lui manque et ne désire pas ce qui ne lui manque pas. Pour ma part, c'est merveille, comme je trouve cela nécessaire. Et toi ? Moi aussi, dit Agathon. Fort bien. Donc un homme qui est grand ne saurait vouloir être grand, ni un homme qui est fort être fort. C'est impossible, d'après ce dont nous sommes convenus. En effet, étant ce qu'il est, il ne saurait avoir besoin de le devenir. C'est vrai. Si en effet, reprit Socrate, un homme fort voulait être fort, un homme agile être agile, un homme bien portant être bien portant, peut-être pourrait-on croire que les hommes qui sont tels et possèdent ces qualités et d'autres semblables désirent encore ce qu'ils ont déjà. C'est pour ne pas tomber dans cette illusion que j'insiste. Pour ces gens-là, Agathon, si tu veux y réfléchir, il est nécessaire qu'ils aient au moment présent chacune des qualités qu'ils ont, qu'ils le veuillent ou non. Comment donc pourraient-ils désirer ce qu'ils ont ? Et si quelqu'un soutenait qu'étant en bonne santé, il désire être en bonne santé, qu'étant riche, il désire être riche et qu'il désire les biens mêmes qu'il possède, nous lui répondrions, toi l'ami qui jouis de la richesse, de la santé, de la force, tu veux jouir de ces biens pour l'avenir aussi, puisque dans le moment présent, que tu le veuilles ou non, tu les possèdes. Vois donc, quand tu prétends désirer ce que tu as, si tu ne veux pas précisément dire
je veux posséder aussi dans l'avenir les biens que je possède maintenant. Il en tomberait d'accord, n'est-ce pas? Je le pense comme toi, dit Agathon.